C'est l'heure du podcast. C'est l'heure du podcast d'un mec qui parle trop. Tout le monde a déjà fait la blague sur YouTube, donc c'est complètement naze de le faire, mais c'est pas grave, écoute, c'est très intéressant quand même. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H. Ou plutôt à voir, c'est vrai que j'oublie, je me gourre en ce moment, mais bon, on s'en fiche, l'important c'est le contenu, enfin, on s'en fiche du contenant qui est pas d'image et que personne regarde. On continue, tel un névropathe qui se parle à lui-même sur internet, parce que ça vous intéresse tellement, vous trouvez ça tellement formidable. Ouais, je sais, je pourrais vous parler de ma vie, du fait que ce matin, je me suis découvert une passion incroyable pour le fait de me laver les pieds, parce que je trouvais que j'avais pieds. Bon bref, on s'en fiche. Star Wars 1, la menace fantôme, on continue le récapitulatif et on attaque enfin la prélogie qui a fait couler tellement d'encre, qui a été attaquée par les fans et qui a été massacrée de tous les côtés et qui depuis longtemps est considérée comme un échec total, jusqu'à ce qu'un jour, des producteurs décide, sans George Lucas, qui dit bah, allez-y, puisque vous êtes si bon, de faire un certain Star Wars 7 et puis un certain Star Wars 8, dont on parlera bien assez vite. On va dégainer nos flingues bien assez vite là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas détesté, j'ai pas adoré non plus, mais il y a quand même des choses à dire par rapport au travail de Lucas, et j'aime bien l'idée dans cette rétrospective de remettre un petit peu les choses dans le contexte de leur époque, et de prendre un petit peu de recul sur cette prélogie, même si c'est clair que je vais être moins dithyrambique que Durandal sur la question. Je vous renvoie à ses vidéos sur les prélogies qui sont très intéressantes. Je crois qu'il a fait une vidéo en 2 ou 3 parties, c'est très intéressant. Star Wars 1, la menace fantôme, est donc écrit et réalisé du grand retour de Papy George Lucas, sorti le 13 octobre 1999. J'avais 19 ans à l'époque, et oui, quelle époque archéologique, ouais je sais. Bref, vu à la télé, je l'ai vu à la télévision version française, hein. Clairement pas, je suis passé complètement à côté du phénomène de la menace fantôme à l'époque, j'avais pas les thunes, j'avais pas le temps, j'étais dans mes études, j'étais quelqu'un de sérieux, moi, j'étais pas en train de me pignoler et d'écouter des mecs qui se parlent à eux-mêmes sur internet, eh ouais, hashtag pas de respect, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, hashtag non, je me moque pas de vous du tout, je vous adore, merci de m'écouter, merci beaucoup, ça me touche énormément. Donc, on continue la rétrospective avec cette deuxième trilogie, la prélogie, comme je disais, c'est sorti 15 ans après le 6e épisode, donc ça fait quand même un paquet de temps déjà, 16 ans, c'est sorti puisque le dernier est sorti en 83, et la prélogie donc tourne autour de la naissance de Dark Vador, idée très intéressante qui était venue à Lucas bien avant, puisqu'il avait dans un de ses premiers drafts commencé à écrire une histoire autour du personnage de Mace Windu qui va donc faire sa grande apparition dans ces films la prélogie. Et il s'est rendu compte qu'il avait envie d'écrire non seulement l'histoire de Dark Vador, mais aussi et surtout raconter la chute d'une démocratie avec des discours fascistes et l'arrivée grosso modo d'un pouvoir fasciste. C'est clairement ce qui l'a fasciné et ce qu'il a voulu travailler depuis longtemps, depuis qu'il avait fini la fameuse nostalgie. Alors, entre-temps, l'autre élément qui a noté vraiment, c'est que Lucas n'avait rien réalisé entre-temps. Durandal définit par cela le fait qu'il n'est pas entendable, entre guillemets, de dire que c'est un réalisateur à proprement parler, puisque voilà, quand on réalise essentiellement sur une même série et que pendant 15 ans on fait rien, c'est quand même discutable. Je serais moins dur que lui sur la question, je dirais plutôt simplement qu'il n'avait envie de réaliser que ces projets-là, ce que je peux comprendre. Je peux l'entendre, mais c'est vrai que ça pose quand même la question de son aptitude à réaliser, et pas forcément dans le sens à faire un film qui soit regardable, il a déjà prouvé qu'il savait le faire, plutôt à son investissement dans le geste de réalisateur, ce qu'il en pense et comment il le conçoit. Mais on va en parler, hein, forcément, dans la critique de ces différents Star Wars, indirectement, mais la conception de la réalisation de George Lucas est très discutable, et je vais être très honnête avec vous tout de suite, c'est pas mon truc. Donc, je risque d'être dur par endroits, mais vous allez voir, je sais être tendre aussi quand il le faut, et faire preuve de douceur. Oui, je caresse parfois dans le sens du poil quand il le faut. Ouais, je sais, tout ça devient trop érotique. Bref, tout ça pour dire... Lucas n'a rien réalisé d'autre, mais par contre, il a produit, et il a été producteur, et il a notamment créé la fameuse boîte ILM, qui avait été créée Industrial Light and Magic, qui est devenue une boîte incroyable à Hollywood, et qui a beaucoup accompagné notamment Steven Spielberg sur ses différents projets, hein, notamment sur Jurassic Park, enfin voilà. Là, on parle vraiment d'une boîte d'effets spéciaux, vous tapez ILM sur Internet, vous matez sur Wikipédia, historique, ainsi de suite, vous allez halluciner. Ils ont fait un nombre de films et un nombre de choses que vous avez vues au cinéma et qui vous ont fait halluciner, rêver et autres. Vous hallucinerez. Franchement, c'est une boîte qui est juste mythique maintenant à cause de ça. La menace fantôme est donc le premier film avec une majorité de fond bleu et avec plus de... Le film, je crois que à l'époque, c'est le film où on le voyait le plus d'acteurs être en interaction avec des personnages numériques, jusque-là. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le film qui l'en proposait le plus en termes de quantité. Donc c'était vraiment un défi technique. C'était, avec ILM, bien sûr, il était très très bien paré.
Lucas a été convaincu que c'était possible de faire ce film à cause de deux autres projets sur lesquels ILM avait été. Je crois que l'un des deux, c'était Cœur de Dragon. C'était un film avec un dragon numérique, avec Dennis Quaid, qui était pas mal, sur une histoire de monde avec des dragons, puis un chasseur de dragons devenait grosso modo pote avec un dragon. C'était pas mal. Honnêtement, c'est pas un film qui doit avoir très bien vieilli maintenant, il faudra le revoir. Mais à l'époque, c'était passé correctement, l'histoire était pas mal. Et j'en parlerai peut-être à l'occasion, je vais peut-être pas faire un podcast dessus, je vous ferai peut-être un petit mot sur Instagram ou Twitter ou autre. Oui, il y a certains films sur lesquels je fais pas forcément de critiques, je fais des petits billets sur Facebook, Twitter ou autre. Alors, manque de peau, les 2 derniers que j'ai fait comme ça, on m'a demandé, grosso modo, ça m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse un podcast dessus quand même, mais dans l'idée, je le ferai pas sur tous les films, j'ai vu quelques films dernièrement sur lesquels, a priori, je ferai pas de podcast, parce que j'ai pas forcément grand chose à en dire, j'ai pas à dire sur tous les films qui sortent, et surtout j'ai envie de parler d'autres choses en priorité, donc du coup c'est des films que j'oublie, qui passent un petit peu à l'as. Désolé, mais n'hésitez pas à me donner des listes ou des films qui vous intéresseraient que je critique, ou je revienne dessus, ça m'intéresse, effectivement, je suis toujours curieux de découvrir des choses. Donc tout ça pour dire, et je parle que de cinéma, hein, que tous ceux qui m'envoient des messages à caractère ils se calment, ça n'a rien à voir, je parle pas de ça, hashtag un peu de respect, hashtag la foi chrétienne, mes chers enfants, de quoi parlons-nous enfin? Non, hashtag dans ton cul, Jésus, non, ça va, je déconne, faut arrêter de... Bref, ne vous sentez pas offendé, je dirais n'importe quoi. Donc tout ça pour dire, Lucas s'est senti convaincu qu'il était possible de faire un film avec autant d'interactions numériques, et honnêtement, c'est discutable. Oui, ils ont eu raison de tenter le truc, le film est admirable, de sortir ce film-là en 99, commencer la pré-production en 96, je crois, ou 17... Et faire ce film-là en 2 ans, à l'époque, on était vraiment encore, non pas dans les balbutiements, mais le numérique arrivait à peine à sa petite enfance, quoi. On avait vraiment commencé à avoir du numérique au cinéma, très fortement. Après Terminator, le jugement dernier, Terminator 2, et son fameux T-1000 en métal liquide, mais on était quand même loin d'avoir des personnages numériques qui voulaient mimer de l'organique à l'écran. Là, franchement, La Menace Fantôme avait mis la barre très 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 haut sur son casting et sur une omniprésence des personnages en 3D, c'était vraiment autre chose. Alors, dire qu'ils s'en sont pas sortis aujourd'hui, 19 ans après, 20 ans après, pardon, c'est un peu fort de café. Mais en même temps, vu que le film a besoin de ça pour qu'on y croie, je vais devoir aborder la question. Je vais pas spoiler, on va se garder un petit peu de suspense, ça marche pas du tout. Bref, je vais garder un petit peu de suspense, mais on va enchaîner, je vais vous en parler bien sûr plus en détail. Si vous m'écoutez parler pendant plus d'une heure, c'est quelque part vous voulez un petit peu plus voilà, vous êtes des gens que j'apprécie parce que vous appréciez la substance, la densité, ouais, quand on prend le temps d'aller au fond des choses. Et encore une fois, je ne fais aucune référence sexuelle, arrêtez, bande de pervers. Hashtag MeToo. Qu'est-ce que je raconte? Bon bref, tout ça pour dire, avant de commencer la critique, il y a 2 petites choses que je voulais dire. Ça a été... La Menace Fantôme, il faut le dire, ça a été probablement un des films les plus attendus de l'histoire du cinéma. C'était juste dingue. Franchement, écoutez, moi perso, j'avais 19 ans, j'en avais rien à secouer de Star Wars. Mais j'en ai entendu parler, mais en long, en large et en travers de ce film. C'était incroyable, l'engouement qu'il y avait autour de ce film. Il y a des gens, les anecdotes qu'on trouve, elles sont assez classiques, vous les trouverez sur Wikipédia ou autre, hein, j'invente rien, mais juste pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller chercher et qui attendent la sagesse de ma parole. Vous avez bien raison d'être là. Je vous donnerai tout ce que j'ai. Bref, tout ça pour dire... Oui, calmez-vous, hein, peut-être pas tout quand même. Tout ça pour dire... Il y a des gens carrément qui posaient congé. Il y a des entreprises qui ont fermé parce qu'il y avait trop de gens qui posaient congé ou qui se portaient malades ou quoi que ce soit pour aller voir le film. Ça a été juste un phénomène économique de fou. Il y a vraiment eu une vague de gens qui ont posé des journées de congé, des semaines, des vacances pour aller voir ce film le jour de sa sortie. Ça a été complètement dingue. Ça a été le film, pour vous donner une échelle d'idée, qui a fait le plus, la montée à 100 millions de dollars à l'époque, à 200 millions de dollars et à 300 millions de dollars, la plus rapide de l'histoire du cinéma. Donc c'était vraiment un phénomène dingue. Parfaitement teasé par des teasers qui à l'époque étaient... Il y avait des gens qui allaient voir des films juste pour voir le teaser de La Menace Fantôme, et bien sûr le célèbre teaser qui révélait le méchant soi-disant de La Menace Fantôme, Darth Maul, qui avait littéralement éclaté tout le monde. Alors là, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, mais je peux vous dire que on aurait eu un Halloween derrière, c'était tout le monde déguisé en Darth Maul, hein, c'était juste une tarte à la crème. Donc tout ça pour dire... énorme phénomène. J'insiste, je ne pense pas... Je pense que dans la comparaison, on pourrait prendre aujourd'hui, dire, bon voilà, à 20 ans d'écart, on pourrait prendre Avengers Endgame. Mais j'insiste, ça n'avait pas
la couverture médiatique majoritaire que la menace fantôme a pris. Au jour d'aujourd'hui, Avengers Endgame, il y a moyen de passer à côté si tu le veux. Si tu suis pas forcément les réseaux sociaux principaux, t'en sauras rien du tout. Mais franchement, par contre, passer à côté de la menace fantôme à l'époque, c'était pas possible. Juste pas possible. Tu regardais un peu la télé, tu tombais dessus. Tu te baladais dans la rue, tu tombais dessus. C'était infaisable. On va me dire que c'était un peu la même chose avec Avengers Endgame, mais j'insiste, je pense qu'on n'avait pas du tout le même niveau d'attente, ni la même importance. Il y avait 15 ans qui étaient passés, il y avait une génération de gens qui avaient grandi en aimant Star Wars, qui d'un seul coup revoyaient Star Wars au cinéma. C'était complètement fou. Autre chose à rajouter, c'était un film énormément innovant pour l'époque. Les personnages numériques qui étaient incrustés directement avec les acteurs, c'était vraiment nouveau, et le film le jouait à 100% à fond, ce qui était jusque-là modéré beaucoup. J'ai parlé de Cœur de Dragon avant, c'était un dragon, donc la vraisemblance ça avait pas choqué à l'époque, on était encore dans les balbutiements. C'était réussi, hein, le personnage, enfin c'était réussi. Pour l'époque ça passait, je l'avais vu au cinéma, ça m'avait pas choqué. Je pense que j'étais un spectateur lambda moyen, je regardais pas forcément beaucoup de films au cinéma, j'y allais pas souvent, et oui, à l'époque ça coûtait très cher, il y avait pas d'abonnement, ce genre de truc, et puis en plus j'habitais à la campagne, alors autant vous dire que mon père claquait à l'époque, c'était quoi, 50 francs, l'équivalent actuel de 7 ou 8 euros, plus encore l'essence, plus encore aller chercher le couillon qui allait voir un film de merde. Vous voyez ce que j'ai. Vous voyez l'ambiance. Mon père était pas comme ça, mais quand même ça lui cassait les pieds, je pense qu'il le cachait pas. Et puis quand on est dans une grande famille, on n'a pas forcément les thunes d'aller beaucoup au cinéma, oui, hashtag Oliver Twist. Donc tout ça pour dire, c'était compliqué, et du coup j'y allais pas beaucoup. J'étais donc un spectateur, on va dire vraiment lambda, moyen, et ça m'avait pas choqué dans le Cœur de Dragon. Mais tout ça pour dire, on n'était pas allé jusqu'au point d'en faire des personnages récurrents et plein de personnages, de les accumuler tels que Star Wars La Menace Fantôme l'a fait. Pour vous donner une échelle d'idée, il y avait énormément d'effets spéciaux numériques, pendant longtemps j'ai cru que c'était un film qui avait été beaucoup tourné sur fond bleu, mais en fait moins que ce que je pensais, c'est plus sa suite, j'en parlerai quand je parlerai de Star Wars, l'attaque des clones, donc l'épisode 2, et au final, c'était le truc par contre, c'est qu'il y avait seulement 15 minutes de film sans effets spéciaux. Je crois qu'il dure 2h20, je crois à peu près. Je sais plus exactement la durée. C'est quand même monstrueux, quoi. Pour l'époque, c'était monstrueux d'utiliser autant d'effets spéciaux. Et il faut être clair, ça a été très difficile pour les équipes de SFX. Tout ça mis de côté pour vous donner un petit peu l'ampleur du phénomène et le fait que Star Wars, à cette époque, quand Star Wars sortait, ça voulait dire vous allez prendre un coup de pied dans la gueule au niveau technique. George Lucas était clairement parti là-dessus et dans son univers, et il voulait pas lâcher le fait de lancer un pari technique. C'était un peu l'identité, l'ADN aussi de la série, de la première trilogie. Peut-être n'en ai-je pas assez parlé dans mes critiques de la première trilogie, mais c'était vraiment des films qui poussaient plus loin la question des effets spéciaux grand public. Et là, pour la prélogie, on sentait que Lucas était reparti dans le même état d'esprit. Il s'agissait de défricher, d'amener les effets spéciaux plus loin, et de réussir, évidemment. Tel que Star Wars 4, 5, 6 l'avait fait. 20 ans avant. Alors les résultats. Eh ben attends, t'énerve pas, pose ce flingue, on va d'abord schtroumpfer, parce que une chose après l'autre, j'ai envie de dire un petit peu d'ordre dans la vie. Vous savez, on est dans une république en marche, maintenant j'arrête de déconner avec ça, parce qu'au bout d'un moment on va penser que j'ai quelque chose contre la république en marche, ce qui est vrai, mais en fait on s'en fout tous, et on n'est pas là pour ça. On va d'abord schtroumpfer. La Fédération du Commerce, sur les conseils d'un seigneur Sith, après un blocus commercial, prend l'assaut de la planète Naboo, hashtag politique. Envoyé pour participer aux négociations de paix, le Jedi Qui-Gon Jinn et son padawan Obi-Wan Kenobi échappent de peu aux tentatives d'assassinat de la Fédération du Commerce, sauvent la princesse Amidala, régente de Naboo, et fuient sur la planète Tatooine. Coincés sur cette planète car leur vaisseau est endommagé, ils font alors la rencontre d'un petit mécanicien surdoué de 9 ans, et en qui la force semble plus puissante que tout ce qui aurait pu être vu auparavant. Un esclave du nom d'Anakin Skywalker. Alors on va attaquer tout de suite cette série de films avec les controverses, parce que c'est un film, La Menace Fantôme a beaucoup déçu, notamment les archi-fans. On voit, si on mate les chiffres, c'est assez impressionnant, La Menace Fantôme est quasiment arrivée au milliard en termes de box-office, et l'Attaque des Clones a vraiment rétrogradé de ce qui est beaucoup là. Alors je sais qu'on vous allez dire entre 900 millions et 600 millions, il n'y a que 300 millions. Si, non, mais là on parle en millions les enfants. On parle en millions de dollars. Donc si, quand t'as un film qui, du premier à sa suite, perd 300 millions, c'est que le premier a laissé un mauvais souvenir, un mauvais effet. Et c'est ça l'effet qu'a eu La Menace Fantôme, mine de rien, sur la prélogie. Je pense que l'Attaque des Clones a été justement critiquée pour différents défauts, parce qu'il a de vrais défauts, et c'est vrai, je l'ai déjà regardé, j'ai déjà préparé ma critique, je vais pas tarder à l'enregistrer, mais je pense pas qu'il méritait un accueil aussi tiède par rapport à La Menace Fantôme.
Seulement voilà, dans une série de films, quand le film précédent a déplu ou a moyennement plu, forcément le film d'après en subit les conséquences. Peut-être que j'aurais dû parler de ça quand j'ai fait ma critique d'Harry Potter, d'ailleurs pour la petite parenthèse, j'ai pointé avec justesse que tout simplement parce que les chiffres ne laissent pas de doute, que Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban était le film qui avait été le moins bien marché au box-office, mais souvent je pense franchement qu'un film ne marche moins bien dans une série à cause de son prédécesseur, rarement à cause de lui-même. Et je pense que si le prisonnier d'Azkaban a été mal reçu, c'est parce que quelque part la Chambre des Secrets n'a pas donné ce que les fans ou les gens attendaient. C'est ma sensation, n'hésitez pas à me détromper si vous estimez que c'est le cas, ou qu'au contraire, les fans avaient rempli les salles pour le deuxième et que le prisonnier d'Azkaban n'a pas plu seul, et donc n'a pas relancé, n'a pas redonné envie aux fans d'aller le voir plusieurs fois au cinéma. Je n'en sais rien, c'est possible, puisque notamment le prisonnier d'Azkaban faisait beaucoup de différences par rapport au livre. Je ferme la parenthèse sur Harry Potter, je vous en ai déjà parlé pendant plus de 9 heures, faut arrêter maintenant avec cette histoire d'Harry Potter, lâche-nous, hashtag mort Harry Potter. Non, je déconne, bien sûr, calmez-vous, mais bon, j'en avais déjà assez parlé en long, en travers, mais vu que ça ne m'est passé par la tête, je vous en parle quand même. Donc, La Menace Fantôme, c'est un film qui est beaucoup critiqué et qui a soulevé énormément de controverses. Les premières controverses fortes sont tournés autour notamment de Jar Jar Binks, mais je vais parler de Jar Jar Binks un peu après. Je voulais parler de Jar Jar Binks et des Gungans, qui est donc la culture, le pays, la race qui est donc au cœur d'une partie de l'histoire, et qui a été vue clairement par beaucoup de gens comme une critique, une caricature des Rastafariens créoles notamment, et des Africains. Ce que je peux entendre, puisqu'il s'agit d'une culture, on va dire, qui a un peu moins de moyens, qui est beaucoup moins développés en termes de culture de guerre notamment, ils sont un peu ridicules par rapport au reste de ce qu'on a pu voir dans l'histoire de Star Wars dans le 4, 5, 6, et clairement dans les armées pas les armées, puisque la République n'a pas d'armée jusque-là, mais dans l'armée notamment de la Fédération du Commerce, donc on va dire les armées plus classiques avec les pistolets laser et tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Donc je comprends qu'on ait vu ça, notamment parce que leur manière de parler, tout en étant une invention de George Lucas, renvoie à beaucoup de patois créoles, que moi je connais, le créole réunionnais ou d'autres. Donc le fait de dire Missa par exemple, c'est pas forcément dans le créole réunionnais, mais ça renvoie à des sonorités. Donc je comprends qu'on ait pu se sentir insulté et y voir une manière maladroite de singer des sous-cultures, je fais exprès d'utiliser un terme provoquant, mais des cultures considérées comme moins développées, ce qui est faux évidemment, hein. Mais je peux comprendre qu'on ait vu ça et qu'on ait donc beaucoup critiqué La Menace Fantôme à cause de ça. Je tiens à parler de cette polémique-là parce que je trouve qu'elle est en partie vraie. D'un côté, il est clair que l'univers de George Lucas est un univers enfantin, j'en ai parlé dans la conclusion de ma critique notamment de Star Wars 6. Il a une vision de l'enfance qui est vraiment maladroite, qui est naïve. Pour lui, l'enfance est forcément un peu bête, forcément un petit peu caca-pipi. Donc son univers ressemble un peu à ça. Je suis désolé de le dire aux fans de Star Wars, mais je pense vraiment qu'une grande partie qui a permis le développement positif de l'univers de Star Wars, c'est les fans, c'est les gens qui ont fait l'univers étendu, c'est tous ces gens-là qui ont réussi à un moment donné à faire réellement décoller Star Wars et à faire, je pense, de cet univers quelque chose de dense. Certes, lui aussi, il a amené des éléments intéressants dans les films, mais je suis a priori convaincu que dans les romans, dans les BD, dans les dessins animés, il y a des gens qui ont poussé ça plus loin et qui ont rendu ça plus fin, parce que franchement, dans les films, les créatures sont souvent grotesques, on bascule vraiment très vite, hein, à partir entre le Star Wars 5 et 6, dans vraiment du grotesque, hein. Je vous passe sur les Ewoks qui sont vraiment des nounours sur pattes, à tout le bestiaire qui est chez Jabba the Hutt dans le 6e, et qui est un bestiaire vraiment lourdingue, ça donne un mélange entre de la sexualisation vraiment déplacée et bizarre, des personnages avec des grandes gueules, des gros yeux, enfin c'est pas très fin comme vision de l'extraterrestre. Je comparais par exemple par rapport à Star Trek, qui avait eu l'intelligence d'anthropomorphiser toutes les races de la planète, justement pour créer une liaison positive avec les autres races, les rendre fascinants par moments, en leur donnant une base qui les mettait moins loin du spectateur. Et là, en créant des créatures qui marchent sur 4 pattes, sur 2, sur 1, sur plein de choses comme ça, en jouant beaucoup sur le désanthropomorphique ou l'anti-anthropomorphique, George Lucas a créé un univers qui, mine de rien, est assez dénigrant ou dénigrable. Et je trouve que c'est très très apparent dans La Menace Fantôme. Il y a vraiment une vision... Il a constamment une vision comme ça des cultures différentes, qu'il voudrait différentes, qui crée un univers quelque part, je dirais, allez, féerique, mais je mets de grands mots, enchanteur, mais de l'autre, dès qu'on commence à y étaler une grille de perception un peu plus
humaine, tout simplement, un peu plus sociologique, on est emmerdé parce qu'on se dit, bon, il fait référence à quoi? À rien, probablement. J'ai l'impression que George Lucas, ça l'intéresse pas de faire des références directes de culture à culture. En tout cas, c'est pas la sensation que ça m'a fait. Mais il veut créer des cultures différentes. Et forcément, il se base sur des choses qu'il connaît et qu'il a vues. Et je trouve qu'il le fait mal. Du coup, je comprends qu'on ait pu y voir quelque chose d'assez insultant pour des races africaines, notamment. Des cultures jamaïcaines ou autres. Parce que quelque part, c'est présent. Et c'est maladroitement présent, c'est mal fait. Et jusqu'à la fin, ils ont l'air ridicules. Même en étant déterminants, encore une fois, dans l'histoire, j'insiste, le contrepoint de ça, c'est que les Gongans sont très importants dans la narration. C'est grâce à leur armée que Naboo arrive à se libérer. Ils sont importants dans la manière de gagner finalement la victoire. Ils sont pas aussi déterminants que les Ewoks dans l'épisode 6, mais ils ont une très grande importance parce que sans leur armée, la diversion ne peut pas fonctionner. Et Padmé et les autres ne peuvent pas investir le temple et donc contrecarrer les plans des méchants en arrêtant les chefs directement. Vous voyez, donc ils ont quand on voit dans le film, je spoil de tous les côtés, j'ai oublié de le dire, mais alors je spoil à mort. Hein. Attention, spoiler, mais grave. Alors c'est sur l'image, alors j'imagine que tout le monde l'a vu, mais quand même, je répète, je vais spoiler comme un salaud. Ce serait dommage de tous se faire spoiler. Mais grosso modo, ceci étant dit, le plan de Padmé d'aller, grosso modo, arrêter la tête de l'armée de la Fédération du Commerce et que sans arrêter la tête, ils pourront pas gagner, elle est possible parce que l'armée Gongan vient et choisit de sacrifier du monde, d'être présent, de se battre et tout ça. Donc, le problème, c'est qu'ils le font de manière naïve et qu'ils sont présentés comme des idiots, il suffit de s'agenouiller devant eux pour qu'ils disent « Ah bah d'accord, c'est bon, on est égaux, c'est super, on va aller faire sacrifier la moitié d'entre nous pour votre bataille à la con. » C'est pas très fin, et c'est tout le problème, c'est que si tu fais intervenir des notions comme les plus démunis deviennent déterminants, il faut les respecter. Or la culture Gongan est montrée d'une seule manière, c'est-à-dire on voit le roi Gongan, on voit Jar Jar qui est un idiot, et on voit le roi Gongan qui est une sorte de gros crapaud qui arrête pas de parler en faisant en agitant en agitant les joues et en ayant une définition grosso modo du rapport aux autres qui est hyper esclavageant, enfin pour utiliser un mot qui n'existe pas, donc bref, même si l'univers, les décors, les costumes sont encore une fois vraiment balèzes et un point fort du film, la manière dont la culture est présentée, c'est aussi les actes, et les actes, c'est pas top, c'est vraiment pas top, et le fait de finir sur eux en mode, voilà, ils surlèvent le truc, c'est nous qui avons gagné, ça ne change rien au fond du problème, vous les dénigrez. Et surtout que les deux autres films vont pas rééquilibrer les choses, donc je comprends que on ait pu se sentir insulté par ça, par cette vision de culture différente. Et il faut l'admettre, George Lucas a une vision sociologique assez pauvre, mine de rien. Sa vision politique est intéressante, je vais revenir là-dessus. Là-dessus, il a des trucs qui sont bien vus. Mais par contre, sa vision culturelle, waouh, franchement, après 6 films, son univers, quand même, ça se sépare quand même bien entre les gens, pas les humains qui, eux, sont grosso modo intelligents, les droïdes qui sont globalement assez cons, et les autres créatures de la planète qui sont, grosso modo, ou des Jedi qu'on n'entend jamais parler, ou très peu, ou alors il y a Yoda, quoi, point barre, quoi. Les autres, c'est grosso modo des idiots, pas toujours très malins, c'est des comic relief la plupart des autres races de la planète. Je trouve. Je sais que c'est beaucoup développé dans les dessins animés, les bouquins, tout ça, et donc ça va dans quelque chose de mieux, mais dans les films à proprement parler, faut admettre que Lucas, franchement, c'est pas tip-top ce qu'il a fait comme écriture sur ces différentes races-là. Et il a ouvert lui-même la porte, il a tendu le bâton pour se faire battre. Et il a ouvert la porte aux critiques à cet endroit-là. Donc c'est une controverse, mais je la trouve plus ou moins justifiée, mine de rien. Même s'il avait de bonnes intentions au départ, encore montrer l'importance des cultures différentes et considérées comme les sous-cultures, en fait, c'est des cultures qui peuvent être et qui vont être, selon lui, déterminants à des moments importants de l'histoire. Oui, c'est une belle vision, mais alors après, il faut les respecter complètement, leur donner de la noblesse. Ce serait pas non plus désobligeant, parce qu'il y a de la noblesse dans ces cultures-là, dans les cultures africaines, il y en a à mort même. Elle aurait peut-être des leçons à nous donner, même. Bref, je ferme la parenthèse, mais vous comprenez. C'est une controverse sur laquelle je voulais revenir parce que je trouve qu'elle a sa place et c'est une critique qui est cohérente sur Star Wars La Menace Fantôme. L'autre controverse très connue, c'est celle sur les midi-chloriens. Les midi-chloriens, pour ceux qui n'auraient pas fait attention, comme moi à l'époque, c'est grosso modo une technique, quelque chose qu'on aurait dans le corps, dans le sang, si j'ai bien compris, qui permettrait d'évaluer l'importance de la force dans notre corps. Bon, je te passe les détails. Et beaucoup de fans ont critiqué en disant que la force était plutôt représentée dans le 4, 5, 6 comme quelque chose qui était de l'ordre de la foi, et non pas quelque chose de l'ordre de la science. Moi, perso, je pense que c'était déjà plus ou moins présent que c'était les deux. C'est juste que dans le 4, 5, 6, il y en a plus beaucoup. On comprend très vite qu'il y a plus beaucoup de gens qui maîtrisent la force. Clairement, dans la fin de Star Wars 6,
on a vu grosso modo 5 personnes, 6 dans le monde, dans l'univers qui visiblement maîtrisent la Force, et il n'y a plus qu'eux. Il n'y a plus que l'Empereur, Dark Vador, Luke, Obi-Wan il meurt, Yoda aussi, et éventuellement sa sœur qui aura un petit contact avec la Force. Mais c'est tout. Donc tout l'univers. Donc pour moi, je vois pas pourquoi il aurait mis dans la science là-dedans, alors qu'ils sont 6, quoi. Et voilà, c'est les derniers. Donc ça me paraissait cohérent. Là, par contre, on est dans une autre phase où il y a plein de Jedi, il y a visiblement encore des Sith, plein de choses comme ça. Donc je comprends qu'il y a une science qui permet d'aider éventuellement les Jedi à évaluer les choses et à avoir une idée un peu plus pragmatique de où se trouve la Force, surtout que visiblement, il y a des Jedi différents et des ordres de Jedi. Alors pour la petite parenthèse, j'ai quand même fait mes petites recherches dans l'univers étendu Jedi, il y a différents types de Jedi, et alors a priori 3 grands types de Jedi, on a les fameux Jedi des films et les Sith des films, mais entre les deux, on a une autre type de Jedi qui s'appellerait les Jedi gris, et qui a un rapport plus neutre à la Force, qui considère qu'il y a des bonnes choses aussi bien dans le côté obscur que dans le côté, dans la lumière. Ils sont pas aussi radicaux que les deux camps qu'on voit dans les films. Et il semblerait que Qui-Gon Jinn, notamment, le maître d'Obi-Wan est donc le personnage principal, et oui c'est lui, avec Padmé c'est les deux personnages principaux de la menace fantôme, est en fait un Jedi plutôt gris. Il pencherait vers les Jedi gris, clairement, et c'est pour ça aussi qu'il refuse de faire partie du Conseil des Jedi, plein de choses comme ça. Bon, ça c'est pas dans le film, mais c'est juste pour vous donner une échelle d'idée que ça c'est relativement cohérent. Je ne sais pas si ça a été développé par George Lucas ou par des gens qui ont développé ça à côté, mais je trouverais ça plutôt cohérent par rapport à l'écriture du personnage de Qui-Gon, donc de ne pas tout à fait de ne pas seulement se référer à la Force ou à sa foi. Pardon, excusez-moi, je suis toujours malade, désolé. J'espère que ça vous gênera pas trop pour l'écoute, j'en suis vraiment désolé. Donc voilà, est-ce que Qui-Gon serait du genre à utiliser des repères plus scientifiques? Oui. Et je trouve pas que ce soit une insulte par rapport aux croyances des premiers films, c'est juste d'autres contextes. Pourquoi ils feraient appel aux midi-chloriens dans le 4, 5, 6? Ils en ont pas besoin. Là par contre, ça me paraît cohérent qu'il y ait une unité de mesure qui puisse les aider, mais en même temps, je comprends que c'est plus choqué qu'on ait... Comme l'univers de Star Wars est relativement archétypal, j'étais revenu là-dessus rapidement en expliquant que l'Empereur dans Star Wars 6 apparaît essentiellement dans Star Wars 6, et en fait c'est juste un archétype du mal. On pourrait tout à fait dire, écoutez, ce qui est fort dans Star Wars, c'est ce côté archétypal, on s'en fout d'y mettre du concret et de la science. Mais à partir du moment où George Lucas, l'auteur lui-même, considère qu'il a envie de faire une prélogie pour approfondir l'univers, il va forcément étaler un univers, il va l'agrandir. Et je réponds un petit peu à la même critique sur le fait d'avoir fait 3 films sur Dark Vador et d'avoir démystifié Dark Vador dès la fin de Star Wars 6. J'en parlais déjà dans ma critique de Star Wars 6, que je vous mets en lien de toute façon, de cette vidéo. Oui, je comprends que ça puisse déranger, ça enlève du mythe au personnage, ça enlève du mystère, mais en même temps, c'est ça, approfondir un univers. Ça me permet de faire une toute petite parenthèse sur une série que j'aime bien qui s'appelle American Horror Story, où constamment la série fait ça. Elle vous met des monstres, des créatures et des êtres maléfiques en branle, et très souvent ils vont au-delà, ils approfondissent. Ça veut pas dire qu'ils les rendent bons ou mauvais à chaque fois, c'est plus compliqué que ça, mais ils pointent justement le fait que c'est plus compliqué que ça. Et je trouve que c'est à mettre à l'avantage de Lord George Lucas de ne pas s'être sclérosé, et d'avoir dit à un moment donné, moi j'ai envie d'approfondir cet univers, et peu importe ce que vous pensiez de Dark Vador, il n'est pas aussi simple que le monstre mythique que vous aimeriez qu'il soit. C'était un être humain avant avec un univers complexe. Et l'univers de Star Wars est plus complexe que la bataille du 15-5-6 qui se résume à grosso modo l'Empire contre les rebelles. Donc moi, perso, les midi-chloriens, je trouve que c'est un faux débat de fans qui était juste gêné par le fait qu'on l'enlevait de la simplicité et de la pureté dans l'idée de la force. Peut-être que j'ai pas compris, hein, vous pouvez tout à fait me reprendre là-dessus. Mais je suis relativement d'accord avec Durandal, je pense vraiment que les deux peuvent cohabiter, la science et la foi. On n'a pas besoin de choisir l'un ou l'autre. Et je pense que c'est de toute façon présent, encore une fois aussi dans la prélogie, le fait que la force est d'abord développée par son accointance au côté obscur ou à la lumière, et que c'est très compliqué, et que en plus, plus on traverse les histoires, j'en parlerai au moment de ma critique de Star Wars, l'attaque des clones, plus on voit que entre les Sith et les Jedi, il y en a plein qui sont passés d'un côté à l'autre, et que c'est plus compliqué que ça, que Qui-Gon est un peu entre les deux, que le maître de Qui-Gon était en fait l'élève de Yoda, mais qui est passé dans le côté obscur, donc vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je reviendrai là-dessus à l'occasion, mais pour moi les midi-chloriens ça renvoie juste à la complexification de cet univers. Mais je pense que ce qui a fait vraiment chercher des critiques aussi pointues dans le film par les fans, c'est qu'ils étaient simplement déçus. Et je peux comprendre ça, je reviendrai là-dessus après. L'autre des controverses, c'est Jar Jar Binks et le merchandising chez Lucas. Lucas, je vous en avais déjà parlé dans Star Wars 6, a vu sa fortune exploser avec le merchandising autour de Star Wars. Et il se trouve que il n'a pas vraiment lâché cette idée, il avait envie de faire de la menace fantôme un film pour enfants, je pense que c'est vrai, je pense que c'est tout à fait vrai, mais il a poussé le merchandising un poil loin en donnant une très grande place dans l'intrigue à Jar Jar Binks,
alors qu'en fait, deux choses sont terribles pour le personnage. La première, c'est qu'au niveau des SFX, des effets spéciaux, le personnage a du mal à exister et à fonctionner, je reviendrai plus en détail là-dessus, mais surtout, ensuite, il y avait vraiment une envie de créer du merchandising autour de ce film en faisant un film pour enfants. Et je vous passe les détails de plein d'univers. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Je peux vous dire qu'il y a eu un paquet de films, La Menace Fantôme, qui te vendait le film en kit, du jeu de rôle, du jeu qui te permettait de faire de la baston au sabre avec Qui-Gon et Obi-Wan, mais qui t'excluait littéralement de la course de pod parce qu'il y avait un jeu qui s'appelait Pod Racer Star Wars qu'il fallait acheter à part. Vous voyez ce genre de saloperie. Donc quand on en arrive à ce genre de merchandising vraiment lourdingue, forcé, et qui en plus veut vraiment te vendre du jeu, ça faisait partie de l'ADN du projet malheureusement. Et Jar Jar Binks a porté ça avec lui, le fait qu'il était pas drôle, que c'était un personnage raté certes, mais qu'en plus, qu'il était raté au niveau technique, au niveau de l'écriture, donc ça fait beaucoup, mais qu'en plus il faisait partie de tout un merchandising qui a vite gavé les fans, qui avaient envie de retrouver, après Star Wars 4, 5, 6, une certaine forme de pureté. Alors je mets tout de suite une grosse parenthèse, les fans qui se sont plaints de ça avaient vraiment pas compris l'identité de Star Wars, le Retour du Jedi, de Star Wars 6, parce que franchement, c'est flagrant dans le Retour du Jedi à quel point on veut nous vendre des peluches, quoi. Donc Jar Jar Binks, c'était pas pire, il était juste du même ordre. Mais je pense que je fais exprès de marcher peut-être un petit peu là où je devrais pas, parce que je connais pas assez les fans et les discours de fans dessus, mais il me semble que tout ce côté enfantin a beaucoup alourdi La Menace Fantôme et que ça alourdissait déjà Star Wars 6. Mais ça passait dans Star Wars 6 parce que c'était un épisode conclusif. Dans La Menace Fantôme, qui était supposé être un redémarrage, je pense que les gens s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus adulte, et les fans avaient pris 15 ans de plus, qui plus est. Les enfants qui arrivaient ont été contents, j'imagine, de voir les films tels quels, mais je pense aussi qu'ils n'ont pas accroché parce que plus tu infantilises l'histoire, plus tu les fais gagner en naïveté et en, en lourdeur narrative. Il y a une différence fondamentale, c'est pas parce que je reprends Karim Debache, je vous renvoie à toutes ces vidéos, Crost et Chroma, c'est extraordinaire cette série de vidéos, donc je vous renvoie à son travail, mais il le dit très très bien dans une de ses vidéos, je sais plus laquelle, c'est pas parce que c'est un film pour enfants que ça doit être stupide, ou que ça doit être vain. Au contraire, un film pour enfants, ça doit être enchanteur, ça doit être rythmé, ça doit être marrant. Et ça doit être marrant pour les parents aussi, c'est pas parce que ça fait rire un enfant que c'est une preuve de qualité. C'est souvent le meilleur rire, c'est celui que l'enfant et les parents peuvent partager. Et ça n'a pas à être tiré, ça ne tire pas le film vers le bas, vers une mauvaise qualité. Bien au contraire, j'ai moi-même un enfant, il y a des films qui nous font rire, elle et moi, alors qu'elle est toute petite, et on a tous les deux une manière d'y rire, et je peux vous dire qu'on y rira plus tard différemment. Ça prouve que le film ne nous a pas pris pour des idiots. Les films, par contre, où on sent vraiment que c'est un humour d'enfant, dans le mauvais sens du terme, vraiment l'humour pipi-caca, ou tout simplement l'humour trop naïf, trop gros, vous voyez ce que je veux dire, ça peut faire rire l'enfant sur le moment, mais lui-même, il aura plus envie de remater ce film. Et c'est flagrant, c'est assez impressionnant comme c'est vrai. Donc, je n'ai rien contre le merchandising ou le désir de Lucas de faire un film pour enfants, mais quand George Lucas dit qu'il veut faire un film pour enfants, et d'ailleurs il s'est défendu des critiques face à Star Wars La Menace Fantôme comme ça, en disant « Vous voulez faire un film pour enfants, vous avez perdu votre âme d'enfant ». Non, nous on n'a pas perdu notre âme d'enfant, c'est toi qui considères que les enfants sont idiots. Ça n'a rien à voir, que les enfants sont... qu'on peut leur faire des personnages bêtes parce que c'est bon, ça les fait rire, qu'un personnage qui réagit au prout d'un animal, c'est drôle. Non, c'est plus drôle depuis très longtemps, et c'est d'ailleurs très dur de rendre ça de nouveau drôle, c'est beaucoup plus subtil que ça. Bref, il a vraiment sous-estimé ce qu'était un film pour enfants et ce qu'était de l'humour en général. Et franchement... avec le merchandising en plus par-dessus ça a fait vraiment mal aux fans, et ils se sont retrouvés avec un film qui quelque part voulait garder quelque chose d'épique, mais s'alourdissait très fortement durant en plus 2 heures et quart. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Tout ça pour dire, Jar Jar, le merchandising, c'est déjà un truc qui a fait beaucoup de mal au film. Dernière controverse, et là, non des moindres, c'est Jake Lloyd, le jeune acteur qui a donc incarné Darth Vader dans son enfance, dans La Menace Fantôme. Alors, beaucoup de gens l'ont critiqué en disant que voilà, il était un mauvais acteur, que il jouait mal, que ça faisait beaucoup de mal et qu'on n'avait pas envie en plus de découvrir Darth Vader sous les traits d'un petit garçon avec un complexe de la maman. Alors, concernant cette dernière critique, encore une fois, je l'ai déjà dit avant, mais c'est stupide. L'idée de la prélogie, c'est de vraiment expliquer l'histoire de Darth Vader, et Darth Vader, il est né, c'est un enfant, donc voilà. Je reviendrai pas dans cette critique, mais je reviendrai plutôt dans ma critique globale sur le fait que, a priori, il n'est pas eu de père et que c'est une sorte d'immaculée conception. Je trouve ça, mais juste pas du tout à sa place dans l'univers Star Wars, mais tant pis. Visiblement, c'est un enfant de la Force, donc il y a vraiment un côté immaculée conception, ou alors j'ai pas compris. Mais j'ai trouvé ça naze. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, de nouveau, de nous faire débarquer l'immaculée conception là-dedans? Elle aurait pu dire, il a eu un père, il est parti, quoi. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça complètement tombé de nulle part.
peut-être que Star Wars 9 va me faire fermer ma bouche sur le sujet, hein, on ne sait jamais, hein, puisqu'on va enfin connaître, j'imagine, les origines de Rey et de toute cette histoire. Je reviendrai là-dessus sur la nouvelle trilogie, en plus en détail au moment de la nouvelle trilogie. Mais tout ça pour dire, pour l'instant, même à la fin de la prélogie, j'ai trouvé ça toujours déplacé. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire de nous avoir bombardé une immaculée conception? Bon bref, je ferme la parenthèse, c'est un sujet en soi. Mais Jake Lloyd, par contre sur le fait que Jake Lloyd joue mal, bah oui, il joue mal, c'est pas un bon acteur, enfant, mais c'est pas de sa faute à lui. C'est-à-dire, c'est à un moment donné, moi, j'hallucine du nombre de gens qui défoncent Jake Lloyd en long, large et en travers, alors que c'est un enfant, quoi. Bon, déjà, vous êtes des sales pédophiles, mais au-delà de ça, oui, hashtag d'humour déplacé, on s'en fiche. Allez, humour noir, hein, allez, calmez-vous, posez vos flingues. Mais tout ça pour dire, le texte est déjà vraiment pas bon. Je suis désolé, hein. Are you an angel? Est-ce que vous êtes un ange? Waouh, ça déjà, c'est fort de café. Et ensuite... la direction d'acteur, quoi, c'est juste, voilà, et on va le voir dans le film suivant, et j'en reparlerai encore dans le troisième, George Lucas a de gros problèmes par rapport à ça, il a fait de gros progrès dans sa mise en scène sur ce film-là, et j'en parlerai encore après, mais alors concernant la direction d'acteur, il est au quetch, mais c'est impressionnant. L'enfant ne joue pas, ne sait pas jouer, et c'est lui qui l'a casté, et il a visiblement jamais réussi à sortir autre chose que du non-jeu de la part du jeune acteur, donc à un moment donné, qu'est-ce que tu veux... Moi, on peut rien lui reprocher à Jake Lloyd, voilà, tout simplement, on peut rien lui reprocher. Il ne savait pas jouer à cet âge-là, et Lucas l'a pas vu. Et ben, on a obtenu ça. Un truc très étrange, un jeune acteur qui ne sait pas jouer, donc ça fait plein de séquences qui tombent complètement à plat, et je reviendrai en plus sur le fait qu'il ait 9 ans. Au départ, dans le script, il était supposé avoir 12 ou 13 ans, et c'était un peu plus cohérent par rapport avec tout ce qu'il va faire. Ça, c'est vraiment le côté enfantin du film. Le pire, c'est de le voir sauver le monde, grosso modo, après, à l'âge de 9 ans, et je trouve qu'on ne peut pas y croire. Notamment parce que l'acteur est pas bon, certes, parce que surtout la direction d'acteur et les dialogues sont nazes, le concernant spécialement, mais en plus, quand tu le vois piloter son vaisseau et faire des machins et des trucs, impossible d'y croire 2 secondes. Impossible. Quand il est à la taille du volant dans la course de pod racing, je n'arrive pas à y croire. C'est spectaculaire, mais je n'arrive pas à croire qu'il conduise. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, peut-être que c'est moi qui ai perdu mon âme d'enfant, je veux bien l'entendre. Mais là, quand même, ça fait quand même beaucoup. Mauvais jeu d'acteur, mauvais dialogue, mauvaise direction d'acteur, surtout mauvaise direction d'acteur et mauvais dialogue. Et en plus, ce choix compréhensible dans l'écriture, lui il te dit oui, il fallait qu'il soit un peu plus jeune parce que si à 12-13 ans il était déjà un peu trop âgé, j'avais envie de passer vraiment enfance, adolescence, puis âge adulte. Ouais, et alors, t'aurais pu le faire aller de 12 ans jusqu'à 22, ça aurait pas été la fin du monde non plus. Il aurait pu avoir une adolescence tardive, tu vois. Enfin, c'était pas emmerdant, c'était vraiment pas clivant comme truc, même si je comprends sa démarche. Surtout qu'après, au final, Hayden Christensen grandit pas des masses entre le 2 et le 3e, donc tu dis, bon, au final, t'aurais pu faire ça sur moins d'années, ça aurait pas été la fin du monde, très honnêtement. Et en plus, on n'aurait pas eu cette sensation du gap d'âge entre lui et Padmé qui a l'air d'être monstrueux, on dirait que c'est une pédophile. Mais je reviendrai là-dessus après. Mais tout ça pour dire, ça commence à faire beaucoup pour un personnage, pour une genèse d'un personnage qui était aussi important et central dans cette prélogie. Donc, oui, là, c'est la seule critique, la seule controverse sur laquelle j'adhère complètement. Oui, Jake Lloyd, c'était un mauvais choix de casting, ajouté à une mauvaise écriture, à une mauvaise direction d'acteur, à de mauvais dialogues. Ça commence à faire beaucoup. Et malheureusement, ça handicape énormément Star Wars 1. Mais on va finir les controverses et on va attaquer la critique du film à proprement parler. Oui, à un moment donné, on y arrive quand même. Star Wars 1 est le film le plus détesté de la saga, et même s'il y a des exagérations comment dire... Que je trouve exagéré, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il y a 3 points centraux pour moi qui expliquent un peu le fait que Star Wars 1 soit vraiment détesté. Le premier, c'est que, techniquement, les personnages numériques fonctionnent tous très très mal. Je trouve que, franchement, là maintenant c'est vraiment violent, je pense que déjà à l'époque ça devait faire bizarre à regarder. La technologie, certes, est encore à ses débuts, comme je disais, c'était des pionniers dans l'utilisation de personnages numériques massivement à l'écran, en interaction avec les acteurs réels en plus. Donc déjà, c'était costaud et ça fonctionne vraiment pas. Il y a vraiment beaucoup de plans où Jar Jar a l'air d'être un personnage numérique. C'est juste violent. Et quand ils sont tout seuls contre les robots à la fin, c'est encore pire. La direction d'acteur est de George Lucas, qui fait que ajouter à une direction d'acteur qui est pas terrible, tu rajoutes des animateurs dessus qui ont dû un peu improviser, faire un peu comme ils voulaient, et Lucas a pas l'œil pour ça, donc ça a rajouté encore des problèmes. Le design des créatures est enfantin. Franchement, là, je vous donne juste un exemple, c'est la course de Pod Race, où tous les personnages qui sont contre, entre guillemets, les adversaires de Anakin, on dirait des créatures du dessin animé, vous savez, Satanas et Diabolo, les fous du volant.
Je vous renvoie ça, c'était un dessin animé de Hanna-Barbera, et c'était que des... Hanna et Barbera, et c'était que des personnages très caricaturaux, vous voyez, le genre de personnages qui parlent comme Taz, qui font des... le genre de truc. C'est-à-dire c'était vraiment de la grosse caricature. Et ben là on a vraiment cette sensation. Ça fait film pour enfants mais dans le mauvais sens du terme, ça a l'air bête. C'est pas le cartoon marrant, fin et très très... qui utilise des gags mais qui sait très bien les utiliser de manière fine à la Tex Avery. On est vraiment dans les fous du volant. Et ce design de créature enfantin, mais ça plombe les personnages qui sont déjà difficilement insérés dans l'image, qui ont tout le temps, on a l'impression qu'ils ont tout le temps une sorte de voile dans la lumière, on sent qu'il n'y avait pas la technologie pour les insérer parfaitement dans l'image, donc ça saute aux yeux qui sont numériques, c'est terrible. Et alors maintenant qu'on est 20 ans plus tard, déjà à l'époque je pense que ça passait mal, mais alors là ça a très mal vieilli. J'ai revu le film sur une télévision en version Blu-ray, l'édition refaite avec Yoda en numérique, heureusement, parce que là au moins ce personnage-là fonctionne, mais alors dans l'ancienne version avec le Yoda en marionnette en plus pour pas faire choquer les fans entre Star Wars 6 et Star Wars, donc celui-là, la menace fantôme, oh, mon dieu, encore pire. Des personnages numériques et un Yoda en comment dire, filmé en grosso modo, c'était pas encore de la HD, mais filmé en haute définition, avec la marionnette, oh mon dieu, on a l'impression qu'on avait des marionnettes et en face des personnages numériques, enfin une horreur. En plus, les acteurs interagissent avec on dirait que les acteurs interagissent avec des cinématiques de jeux vidéo. Franchement, en le revoyant là, j'étais halluciné. Il y a vraiment plein de séquences où je n'arrivais pas à y croire 2 secondes. Parce que dès qu'il y avait Jar Jar en bord d'écran, ou le roi des Gongans qui débarquait pour parler avec eux, j'avais l'impression de voir des mecs avec des mauvaises cinématiques de jeux vidéo, quoi. C'est une horreur. Franchement, de mon point de vue, c'est un des films qui a le plus mal vieilli de la saga, je trouve. C'est terrible. Ça déjà, je comprends qu'on le déteste rien que pour ça, il est vraiment dur à regarder. Il y a vraiment plein de séquences où on se dit non de Dieu, arrêtez le jeu vidéo, coupez la console, quoi. Le deuxième point, c'est que effectivement, et que je comprends qu'on déteste le film, c'est que J-Claude est mauvais, ou plutôt il est moyen, et c'est Dark Vador, c'est supposé être lui le centre de l'histoire, le centre de l'intérêt des fans. Pourquoi ils sont venus voir ce film? C'était pas pour suivre Qui-Gon Jinn et Padmé, hein. C'était pour suivre Darth Vader, pour voir d'où il venait. Et moi perso, je pense pas que les fans demandaient un acteur surdoué, mais ils voulaient juste un personnage qui ait du charisme, un jeune gamin qui te renvoie dans son fond de jeu le fait qu'il allait devenir le bras droit du mal dans la galaxie, quoi. Le mec qui étrangle à tour de bras, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils voulaient que ça parte de quelque chose, au moins qu'on sente un fond de charisme derrière. Et là, vraiment, chez Jake Lloyd, on le sent pas. On le sent pas du tout dans les scènes où il conduit le podrest et qu'il est en train de crier masser en mode « Ah, c'est difficile ». C'est un gosse qui est en train de jouer, quoi, avec un jeu vidéo. Ça va pas au-delà de ça. Et en plus, je rajoute ce que je disais avant, la vraisemblance de faire de lui un gosse pilote. Alors, encore une fois, j'ai peut-être perdu mon âme d'enfant, mais je n'arrive pas à y croire. Et, franchement, il voit à peine au-dessus de son cockpit, je trouve que c'est juste pas possible. C'est des choix de design aussi, enfin, je n'arrivais pas à y croire que ce gosse, avec des mains qui a du mal à tenir le volant, il fasse des courses de fou, enfin voilà, et la bataille spatiale à la fin, j'en parlerai même pas. Donc voilà, comme je l'avais dit, dans les premiers drafts du scénario, le gamin avait 12 ans, et ils auraient dû en rester là, c'est clair et net. Je sais pas, peut-être qu'ils auraient dû insérer dans une séquence où il est exceptionnel visuellement, et qui est pas seulement une séquence qui est basée sur des effets spéciaux, sur du oui-dire, j'en sais rien. Vous savez, moi, les gamins de 9 ans qui m'impressionnent ou moins, c'est les YouTube Kids, quoi. C'est les gosses qui vont te faire... je parle pas de ceux qui se font exploiter par leurs parents, hein, ça c'est un autre sujet. Mais je parle vraiment de ceux, où par exemple, la gamine qu'on voit qui joue de la batterie mieux que Dave Grohl pour Nirvana à 9 ans, quoi. Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Le gamin qui a 5 ans, le japonais de 5 ans qui te fait du Just Dance en perfect, vous voyez. Là, je suis impressionné, là, je me dis, waouh, j'arriverai à croire qu'ils font des trucs de dingue. Là, dans le film, on dit que c'est un grand mécanicien, bon, déjà, pas moyen de le vérifier, mais bon, voilà, il le fait, ok, et c'est un super pilote, et quand tu le vois au volant, tu dis, c'est impossible que ce gars soit un super pilote, et alors t'as les fonds bleus qui sont formidables dedans, où il y a encore de gros problèmes, et que ça a encore plus mal vieilli, et tu rajoutes à ça le fait que l'acteur n'arrive pas à le vendre, et qu'il est mal mis en scène, donc bref... Je comprends qu'on déteste le film aussi pour cette deuxième raison, parce que ça fait beaucoup de choses à porter pour le simple personnage de Darth Vader, qui sont mal foutus. La troisième raison qui, à mon avis, fait que La Menace Fantôme reste le film le plus détesté, c'est que la réalisation de George Lucas est illustrative. Il illustre plus qu'il ne raconte. La direction d'acteur est au quetch, comme je le disais. On voit vraiment beaucoup de moments où les dialogues sont naïfs.
Les rares moments où on arrive plus ou moins à y croire, c'est quand Qui-Gon Jinn et la mère de Anakin discutent ensemble de le laisser faire la course ou pas. Elle dit clairement, il a 9 ans, je suis inquiet, je sais pas s'il peut le faire. Puis t'as Qui-Gon qui essaie de la rassurer en disant non, mais franchement, elle va l'arriver, machin. Et on comprend qu'il a senti quelque chose de particulier chez le gamin, donc à la limite, ça passe. Mais sinon, la plupart du temps, c'est dingue. Les premiers dialogues entre Padmé et Anakin, oh purée, fou. Est-ce que vous êtes un ange? Je reviendrai pas là-dessus 20 fois, mais là, ça rame terriblement. Et tu retournes à ça, le fait que les acteurs ont l'air de pas être dirigés. Il y a souvent ce truc de dire bon, la créature numérique va être grosso modo à ta droite, et tu vois l'acteur qui regarde, et ils ont clairement pas mis de plan de face de l'acteur qui voit son regard, parce qu'à mon avis, il devait balayer les 3 quarts du temps ou regarder dans le vide, et tu vois qu'il regarde dans le vide. Les rares moments où tu vois ça, c'est terrible. Il y a des plans avec Ewan McGregor qui est en train de regarder dans le vide, clairement. Juste quelques secondes, mais ça se voit, quoi, qu'il n'est pas en train de regarder un être devant lui, quoi. Donc voilà, c'est ça la direction d'acteur, c'est à un moment donné se rendre compte que les acteurs se pédalent et qu'ils sont tout seuls, et toi t'es là en train de dire non, mais le personnage numérique il est là, ça va passer, on va faire en sorte qu'il matche sur ton regard, ouais, non, mais genre pas du tout, quoi. Trop souvent aussi, des plans servent à mettre en valeur l'architecture et les moyens grandioses plutôt que l'histoire. À l'exception, franchement, de la course en pod qui est vraiment dynamique, et du duel de Jedi à la fin où il y a de vrais beaux moments, pas toute la séquence, mais de vrais beaux moments. Je donne l'exemple, ils sont 2 contre 1, ce qui est très spectaculaire, on n'avait jamais vu ça dans la série. En plus, c'était une vraie attente par les fans d'avoir du combat de sabre et qui renvoie et qui aille plus loin avec les 20 ans en plus, donc là-dessus il a été généreux, hein, le Darth Maul contre Obi-Wan et Qui-Gon, c'est très sympa comme séquence, sans compter, il rajoute un moment très sympa, le moment où ils doivent attendre entre les fameux rideaux d'énergie, et qu'on voit donc Darth Maul, c'est un Sith, donc il fait des allers-retours comme une bête en cage, et t'as Qui-Gon qui se met plutôt à genoux et qui attend, qui médite, enfin, j'aime beaucoup l'idée, je trouve que c'est très intéressant, puis ça les sépare, ça crée aussi ce volet dramatique où donc Obi-Wan doit assister à la mort de Qui-Gon de manière impuissante. J'aime bien, franchement j'aime bien ce truc là, et ça joue bien sur le rythme dans la séquence, même si encore une fois dans cette séquence, malheureusement comme beaucoup d'autres l'ont dit, la fin de Darth Maul est un peu stupide, hein. C'est un peu en mode oh, t'es passé par-dessus moi, oh quelle surprise, ouais, donc dit quoi, avant il réagit 10 fois, et là juste le fait qu'il fasse une pirouette au-dessus de lui, il comprend pas ce qui lui arrive, donc c'est franchement pas terrible comme fin pour le personnage, surtout qu'on aurait pu attendre vraiment des choses plus intéressantes, que le personnage aurait pu largement survivre et continuer à avoir un développement dans les films suivants. Bon, il l'a pas fait, c'était un jouet, encore une fois chez Lucas, littéralement un jouet, et ça a marché, hein, je vous raconte pas le nombre de gens qui, à l'époque où j'étais au lycée, m'ont bassiné avec Darth Maul, à juste titre, parce qu'il était vraiment classe. Mais au final, c'était vraiment le merchandising en puissance, et on l'a vu malheureusement dans les suites. Tout ça pour dire, mis à part ces 2 séquences, le reste de la mise en scène est vraiment plate, et met en avance tout le temps, en évidence tout le temps l'architecture et les moyens, les vêtements qui sont extraordinaires. Du coup, globalement, le film se traîne souvent pour rien. Il y a vraiment une différence entre une attente dynamique qui permet de montrer, d'explorer un univers tout en servant les tensions et l'intrigue, et se gargariser de son propre univers avec des non-scènes. Dans le sens des scènes utiles scénaristiquement, mais sans enjeu de mise en scène ou visuel, qui n'arrivent pas à mettre de la tension. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne l'exemple de la plupart des séquences dans la cité des Gungans sous l'eau. L'univers est nécessaire pour expliquer les alliés à la fin du film, etc., donc pas de problème. Mais les scènes sont lourdes et longues. Les dialogues entre Gungan et Jar Jar sont juste fatigants, c'est pas drôle, c'est pas intéressant non plus, il n'y a pas d'enjeu dans la séquence en plus, de vrais enjeux visuels, c'est juste, voilà, on est vraiment dans la mise en scène la plus pauvre possible. Ils arrivent avec Jar Jar, ils discutent avec le chef Gungan qui leur dira finalement je vais vous aider, eux ils partent, Jar Jar va se faire exécuter, Jar Jar dit j'aimerais bien votre aide, alors il dira bon je vais emmener Jar Jar avec moi, bon bah ok vas-y, enfin c'est vraiment des séquences qui font... On dirait des séquences mises en scène par des étudiants, quoi. C'est-à-dire que vraiment, dans le mauvais sens du terme, dans des étudiants qui connaissent rien au cinéma, rien du tout. Moi, le premier, par exemple. Et on avance, là, quand j'étais étudiant, notamment, et tu dis, bon, écoute, il faut absolument qu'il dise ça, bon, bah, on va faire une séquence où il rentre dans la pièce, il parle, et puis il sort. Vous voyez, c'est vraiment digne de ça. Il n'y a pas d'enjeu de mise en scène, il n'y a pas de mise en tension. Et du coup... Tu rajoutes à ça que Gungan et Jar Jar sont juste fatigants, pas drôles, pas intéressants non plus. Du coup, ça fait une caricature de société primitive sans densité. Tu rajoutes à ça que ça prend en plus beaucoup de temps à l'écran pour peu d'intérêt, au-delà de quel univers incroyable, vous voyez le genre. Putain, il y a vraiment un côté hashtag t'as vu mon univers, il est fou, hein, c'est dingue. Eh mon vieux Georges, là quand même tu t'en es pas sorti, excuse-moi de te le dire, quoi. C'est lourdingue. Et c'est vraiment un des points pour moi qui fait vieillir encore plus La Menace Fantôme et qui rend le film long à regarder. C'est peut-être le film où je me suis le plus ennuyé, honnêtement, de la série. Alors,
Et autre point flagrant aussi, et je le rajoute tout de suite, à partir de Star Wars La Menace Fantôme, c'est que l'univers, chez Lucas, l'univers, il est enfantin. Et vraiment trop enfantin. J'en ai déjà parlé avant, mais vous avez compris le truc. Enfantin, ça veut pas dire idiot, grossier ou caricatural. Franchement, il n'y a pas un design d'extraterrestre dans le film qui est digne. C'est fou quand même, quoi. Ils sont gros, mergues, fourbus, ils se déplacent de manière awkward, bizarre tout le temps, etc. Ça correspond à l'univers de Star Wars 4, 5, 6, hein, je comprends ça, hein, avec tout le bestiaire qu'on voit notamment dans les scènes de la cantina, dans les bars et tout ça, avec Han Solo et tout. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est une bonne décision. La comparaison avec Star Trek notamment est très intéressante, comme je disais, certes, tous les extraterrestres sont anthropomorphes, justement, mais globalement, ils sont dignes, voire même plus dignes qu'un humain. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je répète ce que j'ai dit avant, mais il y a ce jeu constant d'ailleurs dans Star Trek qui dit qui est plus humain en fait, les humains ou d'autres? Et souvent, les problèmes ne viennent pas des races conciliennes de Star Wars, mais bien des humains dans Starfleet, très souvent. Je vous renvoie à la très bonne trilogie dernière, que moi perso j'apprécie, et qui est visiblement finie, ils vont pas en faire d'autres si j'ai bien compris. Bref, je vous renvoie à mes critiques, je les mettrai en lien, les critiques de Star Wars aussi. Donc voilà, dommage que pour Star Wars 1, 2, 3, qui cherche à montrer que comment une démocratie sombre dans le fascisme, on ait une vision aussi caricaturale et malaisante souvent de la différence. Ça, franchement, pour moi, c'est un très gros problème hein, dans toute la série Star Wars. Hein. Dès que les gens sont différents, ils perdent toute dignité. C'est justement l'inverse qu'il faut faire. C'est ça qui est intéressant. C'est d'amener des personnages qui, a priori, seraient des monstres et qui auraient autre chose, une densité. C'est de demander cet effort d'empathie au spectateur. Je vous renvoie à ma critique dans l'empathie, notamment sur ma vidéo avec images d'ailleurs, sur Avatar de James Cameron, je vous y renvoie, je mettrai le lien aussi dans la critique de cette vidéo, où je parle justement de l'importance à un moment donné, quand tu veux créer de l'empathie, de l'envoyer vers quelque chose de différent, et non pas de quelque chose de similaire ou de fantasmatique. Encore une fois, allez voir mon développé là-dessus, je suis en train de faire une critique bien assez longue de ce Star Wars là, donc vous pouvez aller voir, jeter un coup d'œil à la vidéo d'Avatar, vous serez très cool si vous la likez, la partagez, tout ça. Je vous aime très fort, n'hésitez pas à m'envoyer des messages personnels, on va se faire un petit truc à 3, non je déconne, c'est pas vrai. Donc tout ça pour dire, pour toutes ces raisons, Star Wars La Menace Fantôme est très attaquable. Mais je pense qu'il est surtout détesté au départ parce qu'il a déçu les fans, à mon avis, en rationalisant le mythe, notamment. Là, pour moi, c'est des critiques sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais que je comprends que des fans aient pu être dérangés. Darth Vader était un petit garçon, ben oui, c'était un être humain qui a connu un chemin et qui est devenu le monstre qu'on connaît. Il ne l'était pas au départ. Je trouve ça passionnant, je trouve que l'idée de développer 3 films dessus est une très bonne idée. Je comprends que c'est plus déplaire aux fans. La force est mesurable par la science, ouais, je comprends que ça gêne, mais encore une fois, on développe l'univers, je comprends que ce soit cohérent. Je comprends que c'est plus déplaire aux fans, je comprends tout à fait, et je respecte ça, mais j'estime que c'est cohérent et que c'est pas une attaque qu'on puisse faire à ce film-là. Il s'agit d'une histoire politique, donc moins évidente et trépidante, a priori, qu'une histoire de résistance à une dictature. Oui, c'est une critique qu'on peut faire aussi, mais malheureusement, je trouve que dès le premier film, dès La Menace Fantôme, il est clair sur le fait que la chute de la démocratie, c'est un des thèmes principaux qui l'intéresse dans cette prélogie, et je trouve qu'il le traite plus ou moins bien. Je trouve que l'histoire politique, notamment, de Star Wars 1, est bien foutue. En résumé, grosso modo, encore une fois je spoil comme un salaud, hein, tant pis pour les derniers de la classe qui l'avaient pas vu, Palpatine incite la Fédération du Commerce à attaquer Naboo, sa planète d'origine. En parallèle, il décrédibilise le chancelier, qui en fait ne peut que respecter les règles du Conseil, hein, donc la démocratie, hein, mais il s'arrange pour que ce soit quelqu'un d'autre, donc Amidala, une princesse lointaine des intrigues politiques et donc insoupçonnable, qui demande la destitution du chancelier pour des raisons en plus d'urgence, donc c'est complètement cohérent, c'est de la très bonne manipulation politique, et il obtient la destitution, et ensuite il est élu sans même se proposer, ce qui est bien vu, c'est-à-dire il est probable qu'il s'est proposé à d'autres, qu'il soit imposé à d'autres, mais il l'a fait de manière assez fine pour que ça paraisse insoupçonnable. C'est sa planète qui est attaquée, et il est toujours apparu en soutien d'Amidala et d'une solution pacifique, donc quand on le propose comme chancelier, c'est cohérent. Si bien que, même si Amidala et les Jedi, Qui-Gon et Obi-Wan sont toujours en vie, il est toujours gagnant à la fin. Il essaie de les faire buter, parce que c'est plus simple d'effacer ses traces, entre guillemets, de ne pas avoir de doute, surtout quand tu sens clairement qu'ils vont être contre toi. Mais ça n'arrive pas. Et donc voilà, il a bien joué son coup. Il est toujours gagnant à la fin. Le Palpatine, au final, son plan, c'est cohérent. Alors, c'est pas très fin, mais c'est efficace comme intrigue. Pour moi, c'est probablement l'intrigue la mieux racontée du film, d'ailleurs. Et c'est en ce point-là que tu vois que c'est le sujet qui intéressait vraiment George Lucas. Malheureusement, la mise en scène est toujours aussi plate dans ces moments-là.
Mis à part le dernier plan avec Palpatine de côté, en net, et on voit tous les autres, Padmé, Obi-Wan et tout ça, qui sont dans le fond en flou, ce qui comprend bien qu'il a gagné, qu'il est vraiment le vainqueur de ce film, et je trouve ce plan vraiment bien foutu en termes de sens et d'émotion. Le reste, franchement... est lent et rébarbatif. C'est pour ça que c'est logique qu'actuellement, quand on revoit le film, on a encore aujourd'hui une sensation que la politique dans le film est trop présente, alors que c'est pas vrai, hein. Elle est pas si présente que ça, mais elle est beaucoup plus lourde à supporter pour le spectateur. C'est toujours un sujet de mettre... c'est un vrai sujet de mettre de la politique dans un film, parce que les gens s'emmerdent très très vite face à des gens assis qui parlent de politique. Il y a une sorte de rejet, je pense, du grand public par rapport à ça, qui est lié à notre défiance par rapport... cohérente, hein, qu'elle soit compréhensible, hein, je fais aucun jugement politique là, à plat, les gens sont en général dans une défiance face à la politique. Donc quand on met des personnages de films qui parlent de politique, c'est toujours très difficile à mettre en scène, et il faut se méfier de ça. Beaucoup de films ne le font pas, mais je vous renvoie encore une fois à ma critique je crois que c'est The Game ou The Great Game, du film avec Jessica Chastain, où elle parle justement, elle est justement maîtresse de table de poker clandestine à Las Vegas, et elle fait plein d'argent, machin, j'ai oublié le nom du film, Molly's Game, voilà, le film s'appelle Molly's Game, en version originale, et c'est de Aaron Sorkin, voilà, l'auteur qui a notamment créé la série The West Wing, à la Maison Blanche, et qui donc, avec John Wells, le réalisateur de cette série, co-créateur de la série, mais coproducteur aussi, ils ont créé un principe qui s'appelle Walking Talking, c'est-à-dire si les gens parlent de politique, on les fait marcher, on les met en dynamique, on bouge à l'écran, ils ont des gens qui viennent, qui interviennent, ça vit à l'écran, il y a du mouvement, au minimum, parce que parler à des gens de politique assis, c'est très compliqué à dynamiser, c'est vraiment beaucoup plus difficile, et c'est pas toujours possible de dynamiser ce qu'ils ont à dire, surtout si on doit développer des choses. Et ça, c'est une conscience intelligente que le spectateur en général, le grand public, en a marre, ça lui plaît pas d'écouter de la politique avec des personnages assis, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait quelque chose, des enjeux à l'image. Ou alors il faut qu'il y ait vraiment que ce soit lourd de sens, comme l'autre exemple que j'ai en tête, c'est le Conseil d'Elrond dans le Seigneur des Anneaux, le premier, où il y a une décision politique qui doit être prise, qu'est-ce qu'on doit faire face à l'anneau qui est là, qu'est-ce qu'on doit faire, il réunit tout le monde, et donc ils en parlent, et c'est fort, voilà. Mais on comprend clairement que la mise en scène est forte, il y a des positions très fortes qui sont prises, il y a même un break, mais ça va très vite, c'est très dynamique, avec des grandes scènes, on a d'abord Boromir qui veut prendre l'anneau, puis t'as Gandalf qui se lève, qui cite le nom du Mordor, puis tout le monde c'est une scène très spectaculaire, puis ensuite t'as Aragorn qui se fait attaquer par Boromir, bref, vous voyez, les enjeux sont très forts et très directs. Il y a des défauts dans cette scène, hein. Il y a notamment les figurants qui sont là pour jouer les rois ou les conseillers d'autres races, qui sont vraiment en mode statut, c'est un peu bizarre, quoi. Il y a même des moments, Boromir parle et fait plein de trucs, et eux ils bougent pas, comme des statues, c'est pas forcément très réussi en termes de gestion des figurants, mais dans l'idée, c'est donner si c'est une décision politique, ça passe pour une décision forte, avec des tensions narratives fortes que le film va développer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est nécessaire de mettre la politique de manière forte en scène. Sinon, ça devient vite chiant et sans impact, même quand c'est plutôt bien écrit, comme dans La Menace Fantôme. Et malheureusement, le film souffre clairement de ça. Je suis dur avec la mise en scène de Lucas, parce que, globalement, mis à part cette mise en scène politique qui est en demi-teinte, bien que ce soit bien écrit, il y a des tentatives de parallélisme, notamment de scénario et de moments entre la prélogie et la nostalgie. C'est très intéressant et intelligent d'ailleurs. Durandal montre quelques exemples dans sa vidéo, je vous y renvoie. Et c'est intéressant comme idée de faire une construction entre le trajet de Luke et celui d'Anakin, de construire les films en parallèle, genre le 1 ressemble au 4, le 2 au 5 et le 3 au 6. Donc c'est bien vu. Mais il y a toujours le même problème pour moi. Un film doit fonctionner tout seul. Star Wars 1 souffre énormément d'effets spéciaux trop souvent mal dosés. Je vais donner l'exemple, la première version avec la poupée Yoda, c'était une très mauvaise idée, et heureusement qu'il a retouché ça en 2004, et qu'ils ont réinséré dedans le Yoda numérique, qui était bien meilleur et bien plus intéressant, surtout avec ce qu'il fait dans Star Wars 2, ça aurait été vraiment débile de voir une poupée débarquer. Faut rajouter à ça que la mise en scène est au mieux fonctionnelle, voire très rarement inventive, et au pire, elle est froide et barbante, sauf de rares exceptions. Et tu rajoutes à ça l'absence de cohérence de mise en scène qui trouble aussi le montage. Souvent, les spectateurs, quand ils regardent le film, ils vont parler essentiellement de la course de pod race et de la baston à la fin, pas du point culminant du scénario, hein. La course de pod race et le combat entre Darth Maul, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan, c'est
pas un point culminant. Qui-Gon Jinn se fait tuer, mais c'est pas ça. C'est pas un des points culminants, j'insiste, de la narration. Ça l'est, les conséquences le sont, puisque Obi-Wan devient le maître de Anakin et tout ça. Mais c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas supposé être ça, le point culminant. Pire, dans la mise en scène, tout semble égal. Même la mort de Qui-Gon ne va pas au-delà du reste. Les émotions... on reste amusé au maximum et un petit peu touché au minimum. Mais on n'est jamais vraiment bouleversé, ni vraiment à fond dans l'histoire. Donc, ça crée vraiment un problème. Les idées de sens sont intéressantes, de faire des parallèles entre Luke et Anakin et tout ça, c'est sympa. De faire le dernier plan du film qui renvoie au dernier plan, le dernier plan de Star Wars 1 qui renvoie au dernier plan du premier épisode de la première trilogie. C'est intéressant, mais il faudrait que la mise en scène emporte les choses. Sans compter que, encore une fois, on a ce problème chez Lucas, que les personnages sont loin de l'action, alors qu'ils sont au cœur. Je vais donner l'exemple classique. Hein. Au début du film, t'as Qui-Gon et Obi-Wan et Jar Jar qui sont dans un vaisseau sous l'eau et qui sont en train de grosso modo fuir, enfin d'aller vers Naboo. Ils doivent traverser la Terre et il y a plein de gros poissons qui les attaquent. Et ils ont vraiment des réactions du genre « Oh, un poison géant. Ok. » Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'ils sont loin de l'action. Et c'est la direction d'acteur, mais aussi ce choix de reprendre ce ton nonchalant qui était déjà présent dans Star Wars 6 et qui rendait, je trouve, l'histoire déjà sans impact. Et je vous parle même pas de la séquence où voilà, Anakin quitte sa mère et tu sens que c'est important symboliquement, en plus ça va être très important pour les films suivants, où le film prend un peu son temps, la mise en scène est plutôt bien foutue, tu vois clairement Anakin aller vers Qui-Gon, qui est le symbole de sa vie de Jedi et tout ça, lui-même qui sera tué après, donc c'est fort comme symbole aussi, ça, c'est un foreshadowing de plus de ce que va devenir Anakin, mais la séquence elle est un peu jouée genre ok, il quitte sa mère, voilà, donc c'est encore pas assez, vous voyez ce que je veux dire? Alors bon, j'ai beaucoup chargé de films depuis le début de cette critique, donc je vais quand même citer quelques points que je trouve vraiment positifs. Les personnages principaux sont plutôt bons, et malgré quelques dialogues nazes, je trouve que Qui-Gon, c'est un bon personnage, c'est un Jedi qui a refusé d'être au conseil par choix, c'est un maître intéressant pour Obi-Wan parce qu'il est à la limite d'être constamment en rébellion contre le conseil, mais en même temps, il est en vrai dialogue avec Obi-Wan, on sent vraiment qu'Obi-Wan parfois n'est pas d'accord avec lui, Obi-Wan est déjà une forme de sagesse que Qui-Gon n'a pas, mais Qui-Gon aussi sent bien les choses et estime que les choses sont importantes, et le fait souvent par instinct, j'aime bien aussi ça. C'est un personnage intéressant, Qui-Gon, honnêtement, même si le film malheureusement lui renvoie mal ses qualités avec une mise en scène souvent en deçà. Et puis l'autre personnage principal, Amidala, qui est une princesse maligne, proche de son peuple, mais qui est aussi manipulable parce qu'elle est jeune, qui crée en fait son propre monstre en écoutant Palpatine. Hein. J'ai beaucoup aimé, et j'aime bien l'idée aussi qu'il joue beaucoup sur le fait qu'elle est jouée par... Enfin, le personnage est par moment remplacé par sa servante, qui est jouée par Keira Knightley, et je trouve qu'elles sont... C'est très réussi. Il y a vraiment une partie du film où je me suis dit, c'était Portman là ou Knightley? Juste après la séquence, j'étais plus sûr. Je trouve ça c'est bien fait, et c'est plutôt subtil, et ça marche bien du coup quand Jake n'arrive pas à la reconnaître, quand Anakin n'arrive pas à la reconnaître, oh putain, lapsus révélateur, moi non plus, je pouvais pas, je me disais, effectivement, je comprends qu'il ait eu un doute, ça c'est une très belle réussite du maquillage et du costume du film, notamment. L'autre point fort que j'aime beaucoup dans le film, et dans la série, c'est les décors et les costumes, hein, qui sont tous impressionnants. Il y a une grande qualité de quasi toute la saga. Encore une fois, c'est un point très fort ici, parce que l'intrigue politique demande de situer les lieux vite, visuellement. Et tous les lieux existent de suite, ça c'est impressionnant, mais c'est le nombre de détails. Ça vaut le coup de les making-of de Star Wars du 3 du 4 jusqu'au 3, parce que franchement je trouve que le travail sur les effets spéciaux, mais surtout sur les décors et les costumes, incroyable dans toute cette série, vraiment fabuleux. Dommage que le chara-design soit trop enfantin avec les personnages en FX, parce que ça baisse la qualité globale du travail. Mais les costumes sont splendides aussi, et aussi très typiques, on sent les cultures derrière, ça c'est assez génial. Même quand c'est des cultures aussi mal faites que celle des Gondgan et aussi caricaturales, il y a une cohérence et une vraisemblance des lieux qui est assez incroyable. Hein. Même les Gondgan, hein, qui est pourtant, j'ai assez critiqué le fait les personnages sont trop caricaturaux, les lieux où ils vivent, la cité sous-marine, franchement ça marche vraiment bien, ça c'est impressionnant. Et puis, dernier point, il y a quand même certains plans, certaines séquences qui sont quand même bien spectaculaires. J'aime bien le stade de Pod Race qui est immense comme ça avec la présentation, c'est une belle idée. Le déploiement des robots à la fin est vraiment classe quand la Fédération envoie les robots à l'attaque de l'armée Gondgan. Encore une fois, les deux Jedi contre le Sith et la course de Pod Race. Donc il y a quand même deux, trois choses qui sont pas mal. Donc, il est temps de conclure quand même, parce qu'on a fait un long podcast sur ce film, mais bon, vu qu'on redémarrait, vous me pardonnerez, puis je vous aimais m'écouter pendant des heures, on n'en est plus là, hein, on est assez proches, tous les heures, ma voix chaude dans vos oreilles humides, non, c'est vraiment dégueulasse ça. Bref, conclusion. Star Wars 1, La Menace Fantôme est un très beau projet sur le papier.
C'est un film d'intrigue politique, c'est une genèse de la naissance d'un des plus grands monstres de l'histoire du cinéma, donc c'est un projet incroyable. C'est un film d'aventure et de samouraï fantastique, c'est un film populaire et familial, un digne héritier de la nostalgie qui a qui a aussi dans son ADN changé l'histoire du cinéma avec la surimportance des personnages en effets spéciaux, en images de synthèse, la liaison, encore une fois, toujours cette très forte identité de la série que cette nouvelle prélogie commençait, que ce Star Wars la menace fantôme respectait beaucoup, de chercher toujours à faire un cinéma populaire et fantastique. Il savait qu'il voulait raconter une histoire politique et pourtant il a quand même essayé de faire un film d'action, un film avec un maximum de générosité, notamment dans les scènes d'action et ainsi de suite. C'est un film qui veut respecter l'histoire de Dark Vador et lui donner de la profondeur. C'est un film qui essaie de redémarrer une trilogie qui est à l'ADN de cette série. Ils sont pas arrivés en mode on va faire un seul film, on va en faire 3. Ils sont vraiment dans un gros truc. La musique, j'en ai pas parlé, mais qui fait du Mickey Mousing en fort avec des foreshadowing hyper classe de la première trilogie. Donc c'est hyper cool avec le retour de John Williams, etc. etc. C'est vraiment un excellent projet sur le papier et je comprends qu'il ait été produit et qu'ils y soient allés parce que ça valait le coup. Nonobstant et malheureusement, les intentions ne font pas tout. Les décors et les costumes sont exceptionnels, pas de problème. L'intrigue politique est sympa et bien menée. Mais malheureusement déjà, elle est mise en scène de manière molle. Les personnages principaux sont bien écrits, et je parle bien de Qui-Gon et de Padmé, parce que c'est eux les personnages principaux. Anakin est vraiment secondaire pour moi, il fonctionne vraiment pas. Mais grosso modo, c'est dialogué assez platement globalement. On sent que George Lucas aurait eu besoin d'une grosse aide, ou d'un temps d'écriture supplémentaire qu'il n'a pas eu. Quelques scènes sont spectaculaires, mais malheureusement on n'atteint jamais vraiment le côté épique qu'on devrait, car rare moment. Il y a juste le moment Jedi contre Sith qui est plutôt sympa et qui atteint des petits moments d'épicness, de moments épiques, mais la fin en pirouette aussi est vraiment naze, donc bref. Malheureusement. Ensuite, c'est là que survient le drame. Et ouais, les effets sont vraiment très mal vieillis, la scène de bataille avec Jar Jar et son équipe, elle est embarrassante. Les looks et les animations sont faibles, par moments on dirait vraiment des personnages en 3D mal animés, c'est terrible. Ça a pris un coup dans la gueule terriblement, je pense qu'à l'époque on avait l'œil un peu plus généreux, mais là 20 ans plus tard malheureusement. Je vous dis franchement, je trouve que les effets spéciaux de Star Wars 5 de l'Empire contre-attaque passent encore beaucoup mieux aujourd'hui que ce film-là. Mais vraiment c'est waouh. Limite j'aurais envie qu'ils refassent toute la dernière bataille avec Jar Jar et toute sa bande pour donner des effets spéciaux corrects parce que ça handicape le film, c'est terrible. Sans compter la direction d'acteur face aux personnages en 3D, comme je disais, en images de synthèse qui fonctionnent pas. On a l'impression qu'il parle dans le vide, ça tue certaines séquences, c'est terrible. Oh là là là, franchement, je sais pas quoi. En plus, avec le Jar Jar qui est un personnage en 3D mal fait, mais qui en plus a la bougeotte, qui veut te faire croire qu'il existe sans arrêt. Waouh! Il y a vraiment beaucoup de séquences qui sont terribles. Évidemment, Jake Lloyd qui est transparent, mais encore une fois, moi j'en veux pas à l'acteur, hein, c'est vraiment George Lucas qui a merdé en long, large et en travers. Les dialogues qui passent passe-partout très souvent. Je sais pas, ça fait vraiment... Il y a très peu de dialogues qui marquent positivement. Hein. Je vous renvoie au fameux que je l'ai dit plusieurs fois, donc je vais arrêter, mais êtes-vous un ange? Plus les dialogues d'explication numéro 30 000. Vous voyez, on a vraiment cette règle simple qui dit qu'un dialogue doit désinformer sur le spectateur et surtout pas être fonctionnel, parce que sinon ça devient vite des gens qui racontent une histoire. Et ben franchement, George Lucas, il a rien compris à ça. Les personnages racontent leur vie. Le nombre de séquences qu'on a, j'ai l'impression de voir éternellement dans le film, le moment où on voit les deux chefs de la Fédération du Commerce, là, qui disent des trucs avec le Palpatine, hein, le Dark Sidious. Voilà, j'ai l'impression d'en avoir vu 4 ou 5 dans le film, juste qui sont des rustines pour dire oui, il y a un mec dans l'ombre qui leur dit quoi faire. Mais intègre ça à l'histoire, bordel. Enfin bref, c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup. C'est le premier Star Wars où les volets, les fameux volets de transition, vous voyez ce que je veux dire, ce balayage de l'image qui permet de passer d'un endroit à l'autre, qui est une transition intéressante pour faire sous-entendre les distances en kilomètres entre les personnages ou les distances dans le temps. Là, je trouve qu'il y en a trop. Ça devient vite gavant. Le film est bourré en plus, c'est dans le même truc de plans rustines qui trahissent l'absence d'idées d'enjeu pour trop de séquences. Hein. Moi je te dis, le couple de la Fédération du Commerce, c'est le Muppet Show, quoi. Hashtag Muppet Show, on les voit là dire un truc, voilà, oh mon dieu, il y a ça, et hop, ça, on passe à autre chose. Vraiment, c'est terrible. Et au final, le montage trahit vraiment la difficulté principale de Star Wars, la menace fantôme, je trouve. C'est faire vivre une intrigue politique dans un monde enfantin, avec un enfant champion de course et pilote de guerre, des samouraïs du futur au pouvoir télékinésique, une princesse qui doit sauver son peuple, etc., etc. Tout ensemble comme un seul film.
soyons clairs, le montage et l'intrigue n'y arrivent pas. Heureusement, mais heureusement que les décors et les costumes unissent tout ça de manière assez miraculeuse, parce que franchement, c'est vraiment balèze. L'exemple, c'est les nombreuses séquences très courtes qui expliquent la narration plutôt que de montrer ou je sais pas, d'arriver à réduire le nombre de séquences, bref, à dynamiser la narration. C'est assez impressionnant comme le film rame et n'y arrive pas. Alors j'insiste, Star Wars La Menace Fantôme n'est pas un spectacle désagréable, mais il manque de dynamique narrative cinématographique, ajouté à des FX qui sont devenus, des effets spéciaux qui sont devenus très problématiques, surtout quand les personnages sont en 3D, sont omniprésents, ça achève vraiment la Menace Fantôme. Ça devient un film qui semble, oui je sais, ouais, ça devient un film qui semble inodore, plat, alors que... non, excusez-moi, c'est juste que je vais devoir finir parce que je dois aller chercher mon enfant. Je suis à la bourse, j'ai fait un podcast beaucoup plus long que prévu. Bref, je vous raconte ma vie, hashtag ma vie vous intéresse. Donc je vais finir vite, oui, c'est comme ça. On n'a pas toujours le temps de faire aussi longtemps qu'on le voudrait. Donc le film semble au final inodore, plat, alors que c'est la genèse d'un space opéra qui se veut épique. Alors je sais pas si c'est un space opéra, je dis des bêtises, mais d'un film qui devait être épique, qui devait lancer quelque chose d'épique. Pour moi... c'est pas le plus mauvais Star Wars au sens que les fans le disent, comme je le disais avant, mais c'est celui qui a vieilli le plus mal et qui me semble à trouver le moins bon alliage entre technique narrative et effets spéciaux de son époque. Star Wars La Menace Fantôme a de la chance d'être un Star Wars, sinon je pense qu'on ne le regarderait plus. Objectivement, l'histoire de Qui-Gon, de Padmé et d'Anakin sont trop peu impliquantes pour aller au-delà de ce film seul. C'est parce que c'est l'histoire de Dark Vador qu'on finit par regarder les suites. J'en suis convaincu et qu'il y a eu l'Empire contre-attaque avant. Star Wars La Menace Fantôme survit parce que c'est le chemin de Dark Vador, point barre. Voilà. Allez, bientôt on va arriver à Hayden Christensen et on va reparler de comment juger la performance d'un acteur. Voilà, je ne dirai pas plus, on en parlera bientôt. Je suis désolé, mais je dois y aller, les amis. Merci beaucoup pour votre écoute. De toute façon, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Merci encore beaucoup. N'hésitez pas à tweeter, Instagram et Facebooker. Et on se retrouve bientôt pour la suite de cette histoire de Star Wars. Salut les amis, à bientôt. Ciao, ciao. Abonne-toi à la chaîne. Tu peux liker, partager avec tes amis et mettre des pouces bleus si tu veux.